bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8, le journal au sommaire. Ce soir, opération information et sécurisation menée par la direction départementale de la sécurité publique ce mardi. Explication sur le déploiement en cours mené par les forces de police dans le département. L'université de Versailles-Saint-Quentin a enfin adopté son budget pour l'année 2015. C'était il y a tout juste quelques minutes. Nous faisons le point dans cette édition avec le président de l'université. Le recensement est obligatoire. Il va démarrer ce 15 janvier pour certaines communes saint-quentinoises, dont la Verrière. Nous avons suivi le travail de formation de ces agents recenseurs avant leur passage au domicile des habitants. Le plan à Vigipirate, alerte, attentat est déployé sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement sur le terrain? En milieu d'après-midi, chose peu courante, les services départementaux de la sécurité publique ont mené une opération d'information et de sécurisation aux abords de la gare de Versailles-Chantier. Ils ont donc détaillé l'organisation de ce plan Vigipirate appliqué dans tous les lieux de rassemblement, centres commerciaux, gares, châteaux de Versailles, y compris certains quartiers qui sont surveillés de près. Une réunion quotidienne avec le préfet et tous les chefs de service, police et gendarmerie ont lieu actuellement pour faire le point sur la situation. Et puis à noter aussi qu'au sein des services de police, tous les congés sont actuellement suspendus ainsi que les formations et le personnel de bureau sont également mobilisés sur le terrain. Les explications avec Jean-Pierre Salanova, c'est le directeur départemental de la sécurité publique au micro d'Anthony Reich et Patrick Jacques-Dismude. Les policiers qui patrouillent sur la voie publique ou dans les lieux publics doivent faire tout d'abord attention aux éventuelles menaces, des comportements atypiques de la part de personnes, des colis piégés par exemple. Ils doivent également se rendre disponibles auprès de la population afin de renseigner et de rassurer. L'élément qui consiste à devoir rassurer la population est très important car il faut éviter les psychoses et les peurs inutiles et irraisonnées. Que pensez-vous de l'utilité du plan Vigipirate? C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Voici vos réponses. On voit beaucoup plus de policiers de contrôle dans tous les lieux publics et de militaires et leur présence, rien que leur présence, ça rassure mine de rien. C'est pas utile. Parce que pour moi, s'ils veulent faire quelque chose, ils peuvent déjouer le plan Vigipirate, donc ça sert à rien. C'est très important pour nous protéger, ça me semble crucial même en ce moment. J'ai pas vu tellement la police pendant cette histoire de Vigipirate. Je livre le centre commercial, j'ai pas été contrôlé plus que ça, donc je trouve que c'est assez laxiste. C'est fort utile parce que les forces de l'ordre sont d'une part en première ligne pour nous protéger. Et c'est utile, hein, mais malheureusement ça dure pas longtemps quand ils font ça. Je pense que c'est très utile à l'heure actuelle. Parce qu'on vit une période un petit peu mouvementée, et donc on se sent un petit peu plus en sécurité. Voilà, on le sent, des avis toutefois partagés parmi les concitoyens interviewés cet après-midi dans les rues de Saint-Quentin. On passe à l'enseignement supérieur, 17 voix pour, 8 voix contre, une abstention. Le budget 2015 de l'université de Versailles-Saint-Quentin a été voté ce mardi en fin d'après-midi. Le point avec Florane Parfait et William L. Des grilles fermées, une chaîne et un filtrage à l'entrée, seuls les membres du conseil d'administration sont autorisés à entrer au siège de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Des mesures prises pour éviter les débordements du mois de décembre, où des étudiants s'étaient invités au conseil d'administration pour témoigner de leurs craintes, des craintes à propos du budget 2015 toujours d'actualité. Le gouvernement a mis la priorité jeunesse complètement de côté. Du coup, il fallait taper du poing sur la table. Cette fois-ci, ce que je veux leur dire, c'est en gros, soyez avec nous. N'acceptez pas l'austérité dans les budgets. Soyez avec nous. Revendiquez vous aussi le fait que l'État redonne de l'argent, plus d'argent chaque année pour pouvoir pallier aux dépenses obligatoires et qu'on arrête de couper dans les formations. Que les étudiants arrêtent de payer les pots cassés, quoi. L'UNEF n'a pas prévu aujourd'hui d'envahir la réunion. Le vote est symbolique. Le budget de l'université est sous tutelle du rectorat. Un plan d'économie a été mis en place. Des filières ont été fermées comme la licence TAPS à Versailles. Des économies lourdes de conséquences selon le syndicat CGT. Nous avons des personnels qui sont partis de leur plein gré, vu l'état de l'université et le budget qui est effectivement insuffisant. Nos revendications sont de bien sûr demander au ministère plus d'argent pour que nous puissions fonctionner simplement correctement. Il faut savoir qu'actuellement, l'année dernière, nous avons fonctionné avec 25% de budget pour les labos. Et actuellement, il a été voté et décidé par la direction un budget à 50% pour les labos. Du côté des enseignants, on ne comprend pas bien ces réductions jugées facultatives. Avec ce budget, ils s'attendent à une situation légèrement meilleure qu'en 2014, mais sans grande satisfaction.
L'année 2015 va être une année difficile encore pour les personnels et pour faire fonctionner et tourner nos formations, c'est incontestable. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que le ministère en prenne à un moment ou à un autre vraiment conscience qu'à l'UVSQ comme ailleurs, nous sommes dans une sous-dotation qui est chronique maintenant et qui n'est pas tenable sur le long terme. Si nous avons des budgets compressés, des budgets réduits, ce n'est pas parce qu'il faut faire plus d'économies dans l'absolu, c'est parce que le gouvernement fait le choix de donner 6,5 milliards en crédit impôt recherche sur des dispositifs dont tout le monde sait, enfin en tout cas beaucoup le disent, qui sont plutôt relativement inefficaces. Donc c'est ça la vraie clé, je dirais. Après, ça n'enlève rien au fait que dans chaque établissement, il y a des choix à faire, des choix politiques, de gestion. Il n'y a aucun problème avec ça. Le conseil d'administration a duré plusieurs heures. Dans l'après-midi, le budget a été voté. Résultat, 17 pour, 8 contre et une abstention. Voilà, et donc je rappelle que ce budget 2015 n'avait pas pu être voté une première fois le 16 décembre dernier. Il avait été annulé en raison d'un rassemblement d'étudiants notamment qui s'opposaient aux économies. Là, on l'a vu, il a été voté en fin d'après-midi. On a en téléphone avec nous Jean-Luc Vessière, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Le budget vient d'être tout juste voté. 17 voix contre, 17 voix pour, 8 contre, une abstention. Évidemment, vous êtes un président satisfait? Président satisfait, oui, c'est important pour moi d'avoir l'appui de la communauté et puis de faire voter le budget. Après, on peut toujours dire j'aurais aimé pouvoir offrir plus à la communauté en termes de budget. Donc évidemment, puis aussi on avait une campagne d'emploi, j'aurais aimé que ce soit plus, mais au regard des contraintes, je pense qu'on se débrouille pas trop mal, quoi. Dans quel état d'esprit s'est déroulé ce conseil d'administration, l'ambiance? Je pense que c'est bien, c'est vrai. C'est-à-dire, on a eu l'occasion de débattre, d'échanger en profondeur, si je puis dire, sur les problématiques du budget 2015, mais également comment on voit l'avenir, comment on évolue, comment l'université redémarre, comment elle se positionne dans le périmètre de l'université Paris-Saclay. Donc c'est très intéressant. Donc globalement, c'était quand même un soutien de la communauté, des professeurs, des directeurs de composantes qui étaient là, avec des inquiétudes bien sûr que je peux partager, mais je pense qu'on est tous conscients qu'on est reparti sur une dynamique un petit peu quand même positive, même si on n'a pas tout ce qu'on voudrait avoir, mais voilà, par rapport à 2014 ou vers la fin 2013 qui était un peu compliqué, là 2015, il y a un peu d'oxygène, peut-être pas assez, mais je pense qu'on arrivera quand même à respirer correctement. Ouais, vous parlez effectivement de 2014, il faut rappeler que vous aviez d'abord présenté un budget en déficit. Quelle est la différence avec ce budget de 2015? En 2014, vous aviez bénéficié d'une aide exceptionnelle de l'État. Est-ce que là, c'est le cas pour ce budget 2015? Non, là. Donc, pour le budget 2014, on devrait sortir avec un petit bénéfice, c'est un résultat positif, mais de quelques 1 million d'euros, mais sachant qu'on a eu 2,6 millions d'euros d'avance remboursable de la part du ministère. Donc il faut les rembourser. Oui, à rembourser. Donc, mais là, le budget 2004, on l'a construit à l'équilibre tout seul. C'est-à-dire, on va s'en donner exceptionnel, je veux dire. Pour qu'on se rende compte à combien s'élève un budget d'une université comme la vôtre? Le budget en termes de dépenses, le budget initial, donc le 13 janvier, c'est 149 millions d'euros. D'accord, 149 millions. Quelles économies vous avez dû faire entre 2014 et 2015? Les syndicats, à la fois d'étudiants et des enseignants, dénoncent effectivement des baisses de moyens. Oui, donc effectivement, évidemment, on ne revient pas à l'équilibre sans des réductions de dépenses, au moins dans un premier temps. Après, il faudra aussi travailler sur l'augmentation des recettes. Et donc, il y a eu des contraintes assez fortes sur les emplois, sur la masse salariale. Également sur les crédits de fonctionnement. Donc on a réduit déjà en 2014, on avait réduit très fortement toutes les dépenses de fonctionnement. Donc en 2015, on a pu augmenter les dépenses de fonctionnement, mais pas forcément à la hauteur de ce que tout un chacun voudrait, quoi. Mais après, il y a des contraintes, il faut essayer de faire avec, et puis essayer que notre université continue à être une belle université. Ce qu'elle est toujours, on a de beaux succès. Et puis je pense que comme j'ai pu le dire il n'y a pas si longtemps, un peu sous la contrainte, ça rend un peu innovant, on est créatif, on arrive à trouver des moyens un peu, même si ça ne répond pas à toutes les questions. Mais il y a une situation qui était très problématique pour l'université en 2012-2013. Là, on sort la tête de l'eau, on continue à avancer, on est toujours là, on a des étudiants, on a des succès en recherche. Et je vous invite tous à mes vœux jeudi après-midi pour témoigner, pour vous montrer des exemples de réussite
de notre université, de la communauté des collègues. Tout à fait. Vous avez parlé de l'université de Paris-Saclay. Le décret a été publié pour sa création le 31 décembre dernier. Il y a 19 établissements parmi lesquels donc l'université, mais il y a aussi HEC, Université Paris-Sud, Centrale, Polytechnique, INRIA. Je ne vais pas tous les citer. En tout cas, c'est des grands noms qui sont réunis sur un même territoire. Comment l'université va évoluer dans cette université Paris-Saclay? Est-ce que c'est l'occasion justement pour vous d'obtenir des nouveaux moyens, des moyens supplémentaires? C'est ce qu'on obtient. J'ai eu l'occasion de faire le point avec un collègue là, qui est sur un projet Saclay. Bon, ça nous a rapporté sur le secteur d'activité du collègue, sur 3 ans, 900 000 euros. Bon, c'est pas négligeable, quoi. Donc c'est effectivement, par rapport à la discussion sur le budget, c'est une source de moyens sur la recherche, sur la formation, pour les étudiants notamment, sur des travaux pratiques innovants, sur le numérique, sur des bourses de stage, sur des bourses de mobilité internationale. Donc voilà, c'est d'une part cet aspect-là, puis d'autre part, c'est de pouvoir travailler, développer de nouveaux projets avec, comme vous disiez, des écoles, l'université prestigieuses. Donc je suis très content que mes collègues de Saclay considèrent que l'université de Versailles 51 en Yvelines est une très bonne université. Ils doivent accepter avec enthousiasme, je dirais, dans leur CELAC. Et vous direz, pardon, Jean-Luc Vessière, juste pour conclure, l'université est sortie de la crise, mais pas complètement encore. Il faut encore maintenir cet équilibre budgétaire toujours un peu délicat, quoi. Dans la crise, je pense qu'on est sorti de la crise. Après, on est dans une situation de rigueur. Enfin, bon, je pense qu'il n'y a pas que l'université de Versailles 50 ans en Yvelines qui est dans cette situation. Je pense que c'est un peu quand même le pays qui est dans une situation un petit peu compliquée en termes de finances publiques, voire de finances privées. Donc, on est aussi l'image du pays, voire du territoire. Je pense que tout un chacun connaît les problèmes. Je pense que les collectivités territoriales ont aussi des soucis de financement. Voilà, après le tout, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir s'adapter, quoi. C'est pas mourir, s'adapter pour survivre et pour un futur glorieux. Alors un futur glorieux, c'est ce que je pense, c'est le message que vous délivrerez jeudi à l'occasion des vœux. Oui, glorieux, c'est un futur optimiste. Moi, je pense qu'on a plein de qualités. Comme j'expliquais, moi, je veux me battre pour que notre université continue à exister, à être belle. Alors, on sera peut-être un peu moins dans le développement quantitatif, augmenter les surfaces, mais plus dans le qualitatif, être très attentif à la qualité de la formation, à la qualité de la recherche, de l'innovation. Et comme je disais au conseil d'administration tout à l'heure devant des élus territoriaux, dont monsieur le maire de Guyancourt et le représentant du conseil général, c'est que nous, on crée des entreprises. Sur le territoire. Et quand je dis on crée des entreprises, on crée des emplois, crée l'emploi. Donc voilà, je suis pleinement satisfait de ces missions de l'université, de son rôle dans le développement économique et social-culturel qu'elle joue sur les territoires de Saint-Quentin, en Yvelines ou plus largement des Yvelines. Merci en tout cas, Jean-Luc Vessière, d'avoir répondu à nos questions. Et puis donc une université plus qualitative que quantitative, c'est en tout cas le message qu'on aura bien retenu de votre part. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne soirée. On continue, on va parler maintenant recensement. À partir du 15 janvier, plusieurs communes de Saint-Quentin en Yvelines vont être recensées, et ce jusqu'au 14 février. D'ici le premier jour de recensement, les agents reçoivent de la part de l'INSEE des formations, comme à la Verrière. Mélanie Boquet et Élodie Moine ont assisté à une de ces réunions. En liste A, sur la feuille de logement ici, les gens renseigneront toutes les personnes qui vivent en permanence dans le logement. Et il y aura autant de bulletins individuels que de personnes qui seront inscrites en liste A. Dernière journée de préparation pour ces agents recenseurs. À partir de jeudi, ils arpenteront les rues de la commune pour recueillir les données des habitants. Et c'est toute une organisation. Dans un premier temps, je vais essayer entre midi et 2, au moins les 2 premières semaines. Le soir en sortant, donc vers 17h30 jusqu'à un maximum 20h, 20h30. Et le samedi, de 11h à 15h et après de 17h vers 20h, 20h30 aussi. Voilà, le dimanche matin éventuellement si ça ne dérange pas les gens. Sur la Verrière, ils sont 10 à être autorisés à enquêter, équipés d'une carte officielle permettant de les identifier. Lors de leur première journée de formation, ils sont partis en reconnaissance pour informer les habitants. Le recensement permet d'établir en partie la contribution de l'État au budget des communes. C'est important pour d'autres choses en commune, connaître en fin de compte les caractéristiques des logements, d'une part, de la commune, et puis des personnes pour prendre des décisions, par exemple ouvrir une crèche, des maisons de retraite, au niveau du transport, domicile-travail. Toutes les informations recueillies sont anonymes et protégées. Vous avez aussi la possibilité de vous recenser par Internet. L'enquête se fera jusqu'au 14 février et c'est obligatoire.
Et on va continuer à parler budget. Un budget en tout cas qui a du mal à passer, c'est celui du ministère de la Culture en direction des musiques actuelles. 13 fédérations, syndicats au réseau du secteur des musiques actuelles, dont le CRI, le centre de ressources yvelinois, interpelle donc la ministre de la Culture sur le déséquilibre engendré par le budget alloué à la fameuse Philharmonie, supérieure aux projections budgétaires pour les lieux de musique actuelle sur l'ensemble du territoire. Alors pour nous expliquer tout ça, au téléphone avec nous ce soir Thierry Duval, bonsoir. Vous êtes le directeur du CRI. Alors le 14 janvier, la Philharmonie à Paris, c'est la salle dédiée aux musiques classiques sur le parc de la Villette qu'on peut d'ailleurs découvrir du périphérique. C'est un bâtiment à l'architecture un peu particulière et donc ce bâtiment va être inauguré. Les projections du ministère de la Culture inscrivent pour 2015 9 millions d'euros pour les lieux de culture actuels sur l'ensemble du territoire et 9,8 millions d'euros pour la seule Philharmonie. C'est un peu tout cela que vous voulez dénoncer dans ce courrier que vous adressez à la ministre de la Culture? Voilà, donc c'est une lettre ouverte effectivement à l'adresse du ministère, mais aussi évidemment aux responsables de la Philharmonie, partagée avec l'ensemble des médias et des acteurs du secteur culturel d'ailleurs. Ce qu'on dénonce, c'est effectivement le fait que depuis 25 ans, on se bat collectivement pour faire reconnaître toutes les actions qui sont menées par nos lieux, nos réseaux, les salles de concert, les studios de répétition, en faveur des gens qui pratiquent la musique, ce qu'on appelle les musiques actuelles dans notre pays. Et que ça fait 25 ans qu'on nous dit que c'est très compliqué, que les budgets sont réduits, qu'il y a des difficultés, qu'il y a la crise. Et là, on voit débouler en quelque sorte une institution réfléchie par un petit groupe de personnes passionnées de musique classique qui fait en fait à l'arrivée un budget d'investissement de 400 millions d'euros et un budget annuel de fonctionnement, en tout cas une subvention annuelle du ministère de la Culture de 9 millions d'euros, ce qui effectivement correspond à l'ensemble des dotations du ministère de la Culture pour les lieux de musique actuelle au plan national. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous demandez à avoir plus ou un rééquilibrage juste? Ça, on demande à avoir plus depuis 25 ans, donc c'est pas nouveau. Simplement, ça témoigne un petit peu du décalage qui existe entre les mœurs musicales de nos concitoyens et les engagements musicaux qu'ils ont et ce que l'institution et certaines personnes pensent bon de développer en termes de politique culturelle. C'est surtout ça qu'on dénonce. C'est-à-dire qu'on a là un équipement qui est avant tout le projet de quelques personnes, puisque donc il existait déjà un certain nombre de salles de musique classique très performantes à Paris et dans la région. Et à côté de ça, si vous voulez, depuis 20 à 25 ans, on a du mal dans nos petites structures à trouver les moyens de subsister, de mener à bien nos actions qui répondent aux besoins des musiciens sur les territoires, avoir besoin de répéter, se former, faire des concerts. Et donc c'est ce décalage et ce qu'on n'hésite pas à qualifier en quelque sorte d'une sorte de mépris qu'on dénonce à travers ce communiqué. Justement, comment les lieux de musique actuelle sont financés actuellement? Est-ce que vous percevez évidemment des subventions de l'État? Est-ce que ça vous suffit pour vivre? Non, très peu. En fait, on a surtout des subventions des collectivités territoriales, puisque donc les villes, les départements et la région Île-de-France sont plus près, si vous voulez, du terrain. Les élus locaux voient bien tout l'intérêt d'adapter un petit peu les équipements, ce qu'on appelle les musiques actuelles, pour répondre aux besoins des populations, des mélomanes, des musiciens. Donc c'est plutôt à travers ces institutions de terrain qu'on a des soutiens. L'État, effectivement, a mis en place un label qui s'appelle Scène de musique actuelle depuis maintenant bientôt 20 ans, mais qui, comme on le disait dans les chiffres, peine à atteindre ce qui va être l'équivalent de la subvention de la Philharmonie. Donc effectivement, on réclame surtout une discussion et surtout, ce qui est très important, c'est un acte démocratique. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que les décisions sur les politiques culturelles se prennent dans l'entre-soi de quelques personnes. Et nous, ce qu'on demande, c'est que les populations, les habitants, soient consultés, puissent participer, en tout cas, aux décisions de ce qui va être mis en œuvre localement pour eux, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça le problème, c'est que on est dans un domaine où il n'y a pas la démocratie participative n'est pas vraiment à l'œuvre. Pardon, je l'ai dit, il y a 13 fédérations qui ont envoyé ce courrier au ministère de la Culture. C'est quoi ces 13 fédérations? Alors, on connaît le CRI, bien sûr, mais les autres fédérations, c'est la France entière? L'initiative, c'est le réseau régional qui s'appelle le RIF, Réseau Île-de-France, qui fédère les 8 réseaux départementaux équivalents au CRI. D'accord, ça concerne à peu près 250 structures musicales sur l'Île-de-France. À côté de ça, il y a les fédérations nationales comme la Fédélima qui rassemble les lieux de musique actuelle, la FNEJMA, donc les écoles d'influence jazz, Zone France, en tout cas toutes les fédérations qui rassemblent des acteurs des musiques actuelles au niveau national, plus les réseaux régionaux, que ce soit dans le nord de la France, dans le centre, dans le sud. À peu près tous les acteurs se mobilisent pour
mettre en tout cas, interpeller l'ensemble de la population et surtout les élus, les responsables politiques sur ce qui se passe actuellement, qui nous semble assez difficile à avaler en tout cas. Et vous souhaitez un rendez-vous avec le ministère de la Culture? Alors voilà, c'est ça, c'est qu'on souhaite à l'occasion de l'inauguration et de l'ouverture de cet équipement manifester notre désapprobation, faire savoir que c'est quand même difficilement supportable d'être cantonné dans une forme de précarité depuis 20 ans et de voir dans une période de crise qui touche tout le monde, ça va au-delà de la question de la culture, des équipements budgétivores comme ça qui sortent de terre et qui sont encore une fois le fruit de quelques personnes, d'un groupuscule de personnes qui pensent que c'était bon dans la conquête mondiale et dans la compétition mondiale à qui aura le plus bel équipement de faire la Philharmonie à Paris. D'accord. Merci en tout cas Thierry Duval d'être intervenu sur le plateau du journal. Donc vous ne serez pas le 14 janvier à l'inauguration. Ou en tout cas, si vous y êtes, vous serez peut-être devant pour manifester en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry Duval. Allez, on continue avec une information politique. Cette fois-ci, parmi toutes les institutions politiques, conseil municipal, régional, général ou Sénat, à qui feriez-vous le plus confiance? Eh bien, le CEVIPOP, le Centre de recherche politique de Sciences Po, vient de remettre son baromètre de la confiance politique dans les institutions. Une enquête réalisée auprès de 1864 personnes représentatives de la population française, âgées de plus de 18 ans, inscrites sur les listes électorales. Enquête réalisée entre le 5 et le 15 décembre 2014. Voici pour toutes les précisions. Eh bien, vous le voyez sur ces images, le conseil municipal, 66% des personnes interrogées font confiance à leur conseil municipal, c'est plus 4 points en un an, 54% à leur conseil régional, 53% à leur conseil général et seulement 23% des personnes interrogées font confiance à leur gouvernement, en baisse de 2 points par rapport au dernier baromètre. Mais ça, c'était un sondage qui datait du mois de décembre 2014. Allez, santé maintenant. Des trappistes s'étaient mobilisés il y a quelques semaines pour soutenir le maintien du centre médical Albert Schweitzer et dénoncer le manque de médecins généralistes donc sur la commune de Trappes. Une pétition d'ailleurs circule, elle aurait déjà recueilli 2000 signatures. Le centre médical implanté en centre-ville qui compte 4 médecins fermera bien ses portes au mois de juin prochain. Il a été cédé à un promoteur immobilier. Et dans un article paru chez nos confrères des Nouvelles, le maire de Trappes, Guy Malandin, dit s'être rapproché de l'Agence régionale de santé et de la communauté d'agglomération pour trouver des solutions. L'agglomération qui étudie la possibilité d'ouvrir des maisons de santé pluridisciplinaires début 2007 pour résoudre en partie le problème des déserts médicaux. Depuis ce lundi 12 janvier, le centre multi-accueil de la petite enfance Poulbeau a ouvert ses portes. C'est à Guyancourt. C'est le 2e équipement de ce type sur la commune. Avec une capacité d'accueil de 22 enfants, cette structure aux horaires plus flexibles qu'une crèche traditionnelle peut accueillir les enfants dont les 2 parents travaillent avec des horaires spécifiques ou dont les 2 parents n'ont pas d'emploi. La structure propose également une sorte de système halte-garderie pour les enfants dits ponctuel, ce qui permet de garder seulement quelques heures dans la journée ces enfants. Il reste encore quelques places et je vous propose d'écouter Gaëlle Trancard, c'est la directrice de la crèche. Ça répond à une demande de parents d'emploi du temps, les parents ont un emploi du temps atypique. Donc ça peut être par exemple des infirmières qui travaillent de nuit, donc qui ont besoin de dormir un petit peu le matin mais qui n'ont pas besoin de toute la journée. Ou on a aussi des profs qui vont travailler 3 heures le lundi, 4 heures le jeudi. Voilà, c'est des contrats ou des compléments de garde aussi. Ça veut dire que ça peut être les papis-mamies qui gardent les enfants et donc nous on peut les accueillir 2 jours pour soulager les grands-parents ou voilà, ça peut être des choses comme ça. Cette nouvelle édition du journal est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain en direct à 18h. Nous recevrons notamment le président de la communauté d'agglomération, Michel Augier, maire de Montigny. Dans quelques instants, je vous donne rendez-vous pour le 7-8 Société. Nous donnerons la parole aux communautés religieuses après les actes terroristes survenus en France. Je vous souhaite une excellente soirée.